tu me permets, hein, Ruche, est-ce que c'est même une question de juriste seulement? C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de la suite dans leurs idées. Nous avons affaire à des gens qui ne sont que des personnes de conviction dans un contexte donné. Il n'y a pas de la suite. Il n'y a pas de comment on appelle, je fais un combat, comme on le dit, de portée générale et de faire en sorte que la postérité puisse en bénéficier. Non, nous n'avons pas affaire à des gens comme ça. Vous entendez le professeur Diogbenou il y a quelques années en arrière et vous venez l'écouter aujourd'hui, mais moi j'ai été à la limite, c'était surprenant. Le jour où il prenait la parole pour justifier actuellement ses prises de position. Il y avait comme le disait Landry Adélacou, il y avait Jean-Baptiste Elias dans la salle. Mais Jean-Baptiste Elias était à la limite. Il voulait même tomber. Parce qu'il ne s'en revenait pas. Il dit, mais c'est le Diogbenou avec qui j'ai fait des luttes ou c'est qui? Et à Diogbenou de nous dire, ça dit sans aucun égard, qu'il est dans une posture aujourd'hui où c'est plutôt nous qui avions le droit de jouer le rôle qu'il jouait il y a quelques années en arrière. Mais on parle de quelle lutte? On parle de quoi? On ne peut pas avoir des gens quand même de ce niveau qui parlent, qui se dédisent et qui n'ont aucune suite, qui ne jouent que du contexte dans lequel ils se retrouvent. Moi, je pense que ces gens ont joué complètement, comme je le dis, les cartes. On les connaît et ce n'est pas des modèles. Ça, franchement, ce n'est pas des modèles. Ce n'est pas des modèles. Un Diogbenou dans ce pays, j'ai rien contre sa personne, mais pour tout ce qu'il est sur le plan politique aujourd'hui, je pense que ce n'est pas lui le modèle. Et je pense que ceux qui le prennent peut-être pour je ne sais pas quoi, non. Je pense qu'il faut laisser tomber ceux-là et passer à autre chose. Merci beaucoup, Russe. Je veux répondre à cette question aussi, le Russe. Attends, la question c'était pour Landry, il est là. Angelo, tu es là? Ah oui, je suis là. Est-ce que vous m'écoutez? Vous me recevez? 5 sur 5. 5 sur 5. Tu as reçu un appel de pression pour ne pas aborder ce sujet-là rapidement? Parce que ça arrive. Tout le pays sait qu'il y a des gens qu'on n'intimide pas. Tout le pays sait et tout le monde le sait, ils le savent. Il y a des gens qu'on n'intimide pas. Landry continue. Oh ouais. Donc, bon, voilà, je vais activer mon truc là. Je pense que c'est ça, non? Avec ça, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Super. Donc, je disais, bon, je pense qu'elle est là. Je disais que le professeur Joseph Diogbenou, quand on prend le professeur l'intellectuel et l'homme de droit, c'est l'un des rares intellectuels accomplis que nous avons au pays, du point de vue juridique et voilà, tout simplement du point de vue intellectuel. Et aussi en tant qu'ancien acteur de la société civile, je pense que nous avons vu son parcours et qui a été excellent. Et je disais qu'il serait rare de prendre une de ces déclarations anciennes et voir que les déclarations n'ont pas été justes. Et c'est un peu le travail que nous faisons aussi actuellement en disant qu'il faut rester objectif par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ce que le professeur Diogbenou a toujours fait en tant que professeur, en tant que technicien de droit et après en tant qu'acteur de la société civile. Seulement que, pour ma part, j'ai juste un petit problème avec l'acteur politique qu'il est devenu, donc l'acteur politique, parce que dans la même personne on retrouve le scientifique qui est le professeur, on retrouve l'acteur de la société civile. Donc sur ces deux points là il a toujours été bon et donc scientifiquement il reste plus là que tout le monde connaît, en tout cas intellectuellement respecté. Mais l'acteur politique Joseph Diogbenou, l'acteur politique, Joseph Diogbenou, le politique, ça, j'avoue que ça pose vraiment un problème. J'ai du mal à comprendre un peu les choses quand tu vois le technicien d'hier, l'acteur de la société civile d'hier et ce qu'il soutient aujourd'hui, les déclarations d'aujourd'hui. L'audio que nous avons écouté est totalement juste et c'est ce que nous disons aujourd'hui également. Donc ouais, vous êtes dans un pays où nous sommes dans une démocratie de rente, c'est ce qu'on dit. Ça dit les gens vivent de la politique.
Vous voyez un peu, on vit aux frais de la République, on vit de la politique. C'est à croire que les gens ne peuvent pas gagner leur vie sans la politique. Donc on fait tout pour maintenir le système, pour pouvoir vivre. Et c'est ce qui fait qu'on change de camp de temps en temps. C'est ce qu'il dit. Et aussi, il a parlé de certains pour dire c'est ceux que le pouvoir veut qu'ils restent et qui sont là, ceux qui ne veulent pas. Bon, ouais, il y a notre ami M. Ayadi qui est là, mais qui n'est pas avec nous. Donc, bien de nos compatriotes qui ne sont pas là. Et je vois certains acteurs politiques notamment, et voilà, d'anciens opérateurs économiques, assez de gens qui ne sont pas avec nous pour une raison ou pour une autre. Ce sont des éléments qui rejoignent ce qu'ils dénonçaient hier. Mais aujourd'hui, voilà, Joseph Dombenou, c'est le président du plus grand parti de la majorité présidentielle, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle, sous la mandature de qui nous avons vu certaines lois passer telles une lettre à la poste, des lois qui franchement n'auraient pas dû passer. Donc, beaucoup de choses, quand on prend l'individu, on se demande finalement où est-ce qu'il faut le catégoriser. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre. Et ce que moi je retiens, ça je le dis souvent, c'est que intellectuellement, il n'y a pas de débat, tout le monde le sait. Et je pense même que la déception de beaucoup de nos compatriotes par rapport au professeur Joseph Dombenou, c'est du fait qu'il est intellectuellement assis. C'est du fait qu'il a été un acteur de la société civile de premier rang, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et donc, quelqu'un comme ça, quand il arrive à se mettre du côté de ce que la plupart considèrent comme étant l'oppression, la déception, elle est grande. Elle est grande et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, la prière de chacun, en tout cas ma prière personnellement, c'est que tout au moins je ne ressemble pas à l'acteur politique Joseph Dombenou, mais que je puisse ressembler à l'intellectuel Joseph Dombenou, à l'acteur de la société civile Joseph Dombenou, mais l'acteur politique, franchement, parce que vous allez voir, le professeur Joseph Dombenou est devenu un peu méconnaissable dès lors qu'ils ont pris le pouvoir, dès 2016, dès qu'il est devenu garde des Sceaux. Vous allez voir les premières déclarations, sur la ruse et la rage. Et il a le mérite de voir cette déclaration avoir assez d'écho et durer dans le temps. Et c'est peut-être parce que aussi il est juriste et même étant enseignant, et en tout cas tous ses étudiants vous diraient il est difficile de ne pas se souvenir de cette tournure. De ces phrases, de comment, vous voyez, c'est très difficile si tu as été gardé par le professeur Joseph Dombenou. À un moment donné, tu vois que même dans ton style également, tu manies les choses telles qu'il le fait parce que là, du style, peut-être cela aussi a apporté. Donc la ruse et la rage, c'est connu. Gouverner, c'est exclu, c'est connu. Et donc, vous voyez, il a cette malchance là. Ou encore, que dit, et pour dire que si tout est devenu cher, c'est parce que vous ne m'attendez à des choses comme ça, c'est parce que les poulets mangent le maïs. Bon, donc, assez d'expressions qui lui sont restées collées à la peau et qui, franchement, j'ai dit à l'entame qu'aujourd'hui, pour la plupart de nos populations, ils voient en mal les acteurs politiques, ce qui est évident au regard des éléments que nous avons évoqués tout à l'heure. Au même moment, ils voient en mal les juristes parce que ce qu'ils retiennent des juristes, ce sont ces gens-là qui sont capables de déconstruire ou de prêter main forte à la déconstruction de l'édifice. Je l'ai dit dans mes propos liminaires. J'ai donné des exemples des pays, un peu partout au Togo, etc. Donc les juristes sont toujours au cœur de l'appareil de destruction de l'état de droit. Malheureusement, c'est comme ça. Au même moment, dans d'autres états, on voit des juristes qui quand même viennent à la rescousse de l'état de droit. Nous l'avons vu au Sénégal, sous le président Macky Sall en fin de mandat. Vous avez vu les juristes sénégalais, de grands professeurs d'université, des professeurs de droit ont sorti des notes, ont fait des requêtes devant le conseil constitutionnel et consorts. De vous à moi au Bénin, donnez-moi l'exemple d'un professeur ou deux qui ont pu faire quelque chose comme ça. Donnez-moi l'exemple de 5 professeurs qui ont pu sortir une note ou bien quoi. On a même pris leurs collègues ici, les gens sont peur d'écrire. Donc, c'est-à-dire, il y a que... Quelqu'un a parlé tout à l'heure, je pense que c'est M. Vitenaï et autres, a parlé d'éducation. Nous avons un sérieux problème au Bénin. Je peux comprendre
que le professeur Joseph Dorbenou, dont nous avons suivi l'audio, puisse changer. Je peux comprendre que le russe puisse changer, que Madame Georgia et que Biafrika et que moi nous puissions changer, ça dit individuellement pris. On ne le souhaite pas, mais individuellement pris. Mais si on avait une culture un peu plus avancée, le fait qu'un seul individu change ne peut pas apporter tous ces dégâts que nous sommes en train de constater. Je vous donne un exemple. Le professeur Madior Fall, ancien garde des Sceaux au niveau du Sénégal, qui est aussi dans le même registre que le professeur Joseph Dorbenou, il est aussi grand juriste pour nous sur le continent et tout. Il a été garde des Sceaux du président Macky Sall jusqu'à la fin de son mandat. Donc, c'est aussi comme ça, avec des déclarations, ça dit, se fiche de tout le monde. Et d'ailleurs, il fait partie des premières personnes à avoir un peu de difficulté avec l'équipe du président et comment on appelle Diomaye Faye. Donc, c'est le même registre. Donc, quand les gens voient ça, mais malgré le fait que lui, il est professeur d'université, professeur titulaire, professeur de droit, et qui est garde des Sceaux avec de ces habitudes-là, mais ses collègues universitaires, surtout juristes, professeurs de droit, n'ont pas manqué à leur devoir. De vous à moi, en 10 ans, ça dit quand on veut faire faisons le point. En 10 ans, donnez-nous les exemples de professeurs d'université, toutes filières confondues, qui ont défendu quoi que ce soit au Bénin. Revenons en droit, qui est la discipline par excellence où l'on doit pouvoir combattre l'injustice. Citons les exemples. Quel professeur, quel juriste, a défendu quoi au Bénin en 10 ans, de 2016 à aujourd'hui? Ce qui fait que dans l'histoire ou dans la mémoire collective, ce qui reste, c'est le parcours du professeur Joseph Dorbenou. On se rappelle encore de cela. Mais après lui, on n'a pas vu quelqu'un qui réellement ait défendu quoi que ce soit. Donc, parce que le contexte, c'est pas un contexte amusant. Donc, ouais, les gens ne l'ont pas fait. Donc, moi, je pense que, bon, je dis, quand on prend une personne, on a du positif, on a du négatif. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand je prends une personne, que je puisse identifier le côté positif et le côté négatif et que je puisse choisir de suivre ce qui est positif en cette personne-là, parce que chacun a son côté négatif. Donc, vous avez joué le chanson. Est-ce que vous n'avez... Bon, je veux même parler mais je ne vais pas parler. Sur la question du Sénat, vous n'avez pas suivi... Bon, on a vu nos doyens là, bon, qui ne savaient même pas, qui n'ont pas encore lu le contenu de la révision. Bon, après maintenant que la révision est consommée, validée, entrée en vigueur, peut-être que nous allons suivre leur intervention. Donc c'est pour vous dire que... De quel doyen vous parlez? Hein? De quel doyen? Ah, moi j'ai suivi le professeur Olo qui a dit dans une interview vous pensez qu'il y a une certaine compromission de leur part parce que leur intérêt en jeu, parce que si le Sénat est validé, c'est que le professeur Théodore Olu se voit salarié pour 7 ans aussi dans le Sénat. Est-ce à dire à cause de ça qu'il ne parle pas? Bon, je ne veux pas. C'est trop facile de croire ça. Je ne veux pas croire ça. Vous savez pourquoi je ne veux pas croire ça? J'ai dit tout à l'heure que nous avons des aînés qui, déjà même dans la vingtaine, étaient déjà à de grandes responsabilités. Et ceux dont vous parlez sont de la génération, c'est leur génération. Ils ont eu la chance, donc ils ont toujours été aux commandes, donc ils ont été ministres, présidents de telle institution, et donc en termes de grands professeurs. Donc, ils ont bénéficié de tout. Et je veux me permettre naïvement de croire que quelqu'un qui a eu ce parcours-là ne peut pas, pour une affaire de Sénat, bénéficier de combien de trucs là, ne pas parler ou bien avoir non compromission. J'ai dit naïvement. Je veux penser que naïvement, ça ne peut pas être le cas. Parce que si c'est des gens sans parcours maintenant, je peux comprendre. Mais si vous avez déjà tout vu, ils ont tout vu, moi je peux le dire, ils ont tout vu. Ils ont tout été, comme on dit, ils ont tout été. C'est-à-dire ils ont tout été dans leur parcours. Donc je ne sais pas, est-ce que je ne pense pas. Mais ce que je retiens qui est factuel, c'est qu'il a donné une interview, il n'avait pas vu le contenu. Et c'est tout à fait normal quand vous n'avez pas le contenu de quelque chose, et on a du mal à se prononcer dessus parce que si vous pouvez dire quelque chose maintenant et demain vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ça après avoir découvert le contenu. Donc nous attendons toujours peut-être qu'eux aussi puissent opiner et tout. Donc, mais l'autre chose aussi, là aussi j'ai l'habitude de dire aux nuances. Ce sont nos PP que nous avons vus. Pour ma part,
j'estime qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour la République et c'est fini. J'estime qu'ils sont à une période où normalement ils doivent se reposer, c'est-à-dire la jeunesse ne doit pas continuer à compter sur nos aînés qui quand même ont déjà tout fait ou tout donné pour la République. Il nous appartient en tant que jeunes de prendre nos responsabilités, d'être actifs et de faire le combat de notre temps parce que pour nous, c'est le présent et le futur. Vous voyez un peu. Donc nos aînés, ils ont déjà tout vu. Laissons-les se reposer. On ne devait même pas attendre que le professeur Olo ou bien le bâtonnier Robert Dossou se prononce sur tel sujet ou tel sujet d'abord. Mais nous aussi, on doit pouvoir le faire. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire et tout. Donc bon. Voilà. Même moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons une société où l'élite puisse jouer son rôle de guide. Et pour que ceux-là qui appartiennent à l'intelligentsia puissent jouer leur rôle. Au Bénin aujourd'hui, de vous à moi, citez-moi 2 juristes, 3 juristes, 5 juristes qui réellement font un combat. Non. Alors que le juriste naturellement est formé pour faire un combat. Même les avocats ne veulent pas risquer. Vous savez, il y a une réalité dans ce pays. On peut pas. Ça dit même ceux qui sont censés défendre, ça dit ceux qui ont une posture, qui ont une couverture. Le professeur Joseph Dombenou disait que la robe c'est un instrument de combat. Vous savez, j'admire beaucoup le professeur Joseph Dombenou parce que quand vous voulez grandir, il faut avoir les gens de tout là. Il est, ouais, je dis l'intellectuel, le technicien, le scientifique, mais le politique vraiment, là il y a problème. Il dit la robe, la toge qu'il porte, c'est un instrument de combat. À part les avocats qui eux-mêmes sont liés au parti politique, notamment le parti LD. Quel avocat vous avez vu qui est un avocat indépendant, c'est-à-dire qui n'est lié à aucun parti politique, à part Maître Baparape. Et on connaît Maître Baparape, on connaît l'histoire. Vous voyez, les gens du PCB, on les connaît, eux, il n'y a pas de souci. Mais quel avocat vous avez vu qui est indépendant, qui peut prendre faire les causes pour vous? Si votre dossier est trop complexe avec l'État, il va vous dire non. Nous l'avons vécu. Vous savez, je dis que je parle avec des éléments factuels. Quand on devait saisir la cour de vue de la CEDEAO dans ce pays, c'est là qu'on a compris qu'en réalité, dans le pays, nous sommes tous en insécurité. On a vu des gens dire que, vraiment, il faut aller vers tel. Tel dit, il faut aller vers tel. Tel dit, on a été même jusqu'à aller vers un avocat nigérien. Qui regarde aussi, lui aussi, plus, il se dit, ça, c'est pour aller contre l'État. Donc, c'est pour vous dire, les réalités sont là. Et quand vous voyez des citoyens lambda, des individus qui n'ont aucune protection, qui n'ont aucune couverture, faire des combats, et je pense qu'on ne peut que encourager cela. Et c'est cela, souvent, quand je viens sur les lives, je cite les noms, je vous dis que je vois des lives, je félicite tout le monde parce que je sais ce que c'est et je sais comment est-ce que des gens qui ont des couvertures, des gens qui en réalité doivent profiter des couvertures pour faire les combats, fuient les combats. Moi, je vais vous faire une confidence. Il m'est arrivé un jour où un avocat, d'un pays, je dis d'un pays tout simplement, vous allez comprendre. Un avocat, pour faire une publication, ça dit, il va écrire 3 phrases sur Facebook. Il me demande si ça là, il me dit, ça va quand même pas créer de problème. Non, je dis non, maître, ça va créer de problème. Comment l'avocat peut te consulter, toi? Non, vous pouvez comprendre le niveau de gravité. Il te consulte en tant qu'expert en communication politique ou en tant que juriste? En tant que juriste, pour lui dire, s'il publie ça sur Facebook, ça ne va pas créer de problème. Donc vous imaginez, donc ce sont des réalités. Je dis juste un peu dans tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas tout dire, mais pour que vous puissiez comprendre un peu à quelle dimension nous sommes. Et quand vous connaissez ça et quand vous voyez des gens qui font un peu d'efforts, vous dites, il faut être vraiment fou parce que, voilà, des gens qui peuvent le faire aussi, on peut, mais à plus forte raison, vous autres qui n'avez aucune couverture, donc c'est comme ça, bon, en tout cas, je pense que nous avons beaucoup dit aujourd'hui, moi, merci beaucoup. Je voudrais juste dire que le Russe a réussi à me sortir de mon silence parce que je l'ai dit, je suis fatigué, je ne veux plus opiner sur l'actualité du pays. Je suis dans une situation où j'observe. J'ai démarré ma trêve avant que les gens ne pensent à proposer même la révision de la Constitution. Donc j'ai dit, maintenant je peux observer parce que je ne sais plus ce que je peux faire. Même si vous m'invitez, ce serait pour venir dire ce que nous avons déjà dit ailleurs, les choses qu'on a déjà eu à faire et ça devient redondant. Et quand ça devient redondant, ça peut fatiguer les gens. C'est pour cela que j'ai estimé qu'il est important que j'observe. Et quand on me demande, je dis de choisir, de regarder d'autres juristes, s'il y en a tellement. S'il y a des juristes qui peuvent faire le débat, le job, c'est bon. Ils n'ont qu'à aussi profiter de leur temps.
Peut-être que les prochains 7 ans ou 14 ans, ils auront le temps aussi de faire le combat. Mais me concernant, franchement, je suis un peu fatigué. Actuellement, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup tout le temps. Je m'amuse et je fais des statuts pour m'amuser. Quand vous m'écrivez, on s'amuse. Somme 23 est là, Geoffroy est là, ils peuvent confirmer. Moi, je m'amuse seulement. Je ne mets plus les organes sur des choses pour ne plus crier yeah sur les plateaux. Donc, et aussi, je vais conclure en disant que ça fait 1 an, parce que c'est en début d'année, de l'année dernière que nous avons fait l'émission sur Isaïe, où on nous disait, où mon cher collègue me faisait comprendre que c'est une révision qui engendre une nouvelle république. Maintenant que les gens sont encore révisés leur constitution, j'estime et je suppose que nous sommes encore dans une nouvelle république. Vous voyez comment est-ce que le temps rétablit chacun. C'est comme ça que vous êtes objectif et sérieux dans l'analyse. Merci de votre attention. Tu étais en face d'un pasteur. Bon, en termes de conclusion, Landry, rapidement, tu vas conclure ton intervention avec cette question qui aura l'air quand même d'une dystopie. Imaginons Landry conseiller spécial d'un prochain président dans une république du Bénin qui veut remettre le Bénin sur les rails. Quelles sont les réformes importantes que Landry pourrait conseiller au président en matière de justice et de réforme du système judiciaire tout entier? Tout entier. Ah là, c'est sérieux, hein. J'avoue que c'est une question, elle est simple en apparence, mais c'est une question profonde qui mérite réflexion. Il faut réfléchir, voir les angles et tout. Je voudrais vous faire la confidence que avant les jours électoraux, j'avais été approché aussi par un parti politique très important pour répondre exactement à cela. Parce qu'ils avaient besoin d'élaborer leur projet de société. Et donc, en ce qui concerne le volet des réformes dans la maison justice, ils avaient besoin un peu de ce que je pense aussi, de ce que je pense qu'ils pourraient faire. Et donc, mais bon, ce que je peux dire, c'est que pour le moment, je ne suis pas encore conseiller spécial. Certainement que ça va venir et j'estime que c'est une mention. Voilà. Certainement que ça va venir, je ne suis pas encore conseiller spécial. Peut-être parce que je n'ai pas encore accepté. Je pense que fondamentalement, nous avons besoin de quelques réformes, notamment dans la maison justice, en ce qui concerne la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait que nous puissions essayer de sortir les halogènes du conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire le ministre du Travail, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, voilà. Il faut d'abord les sortir et redonner un peu plus d'indépendance à la maison justice et valoriser aussi le syndicat des magistrats. Vous savez, on a connu l'UNAMAB sous le président Michel Adiaka, qui désormais est au niveau de la Cour constitutionnelle, après avoir été DAC au ministère de la Justice. On a connu ça, on a vu un peu l'UNAMAB, comment l'UNAMAB était fort. Il faut pouvoir le faire. Et... Ah bon, donc Michel Adiaka est devenu politique. Je me suis toujours posé la question de savoir où se trouve Michel Adiaka. Ah, donc il s'engraisse dans le régime, je vois. Continuez. Donc, bon, il faut essayer que nous puissions revoir ça. Et après aussi, je pense qu'il y a des problèmes internes dont les magistrats aussi sont conscients. Donc, sur les moyens, donc renforcer l'indépendance et l'intégrité de la justice à travers, donc doter les juridictions de moyens pour plus d'indépendance. Bon, ouais, c'est des questions internes qui pourront régler. Et après cela aussi, je pense qu'il est important que nous puissions relire un certain nombre de lois, notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code du numérique. Voilà. Parce que le code pénal, en ce qui concerne un certain nombre d'incriminations, a beaucoup fait. Est allé un peu plus en avance. Il y a eu des dispositions qui ont défini certaines infractions de façon large et vague. Donc, il faut essayer que nous puissions corriger ça, notamment la question du terrorisme. Bien d'autres infractions. Et en ce qui concerne la procédure également, on a oublié de revoir aussi. C'est-à-dire, dans le code de procédure pénale, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir aussi. C'est pas que tout ce qui se fait est mauvais, c'est parce qu'on veut améliorer que je le dis.
qu'on peut faire des propositions dans ce sens. Au niveau du code de procédure pénale, tu peux donner un exemple de choses à revoir rapidement? Oui. Au niveau du code de procédure pénale, il faut voir par rapport à certaines infractions, il faut voir surtout le délai de garde à vue, surtout en ce qui concerne ceux qui sont arrêtés dans le cadre des questions de terrorisme. Vous voyez un peu, ce sont des choses à régler tant dans la loi et que dans la pratique. Le code du numérique, l'article 750, ça te dit quoi? Au niveau du code du numérique, sur le harcèlement qui n'a pas une définition claire, est-ce qu'on peut atteler un président de la République? Je le disais tout à l'heure, j'ai dit que quand je parle des éléments factuels. En ce qui concerne le code du numérique, à l'examen périodique universel de notre pays à Genève devant le Conseil des droits de l'homme en janvier 2023, nous avons soumis un rapport, donc l'organisation que je dis, nous avons soumis un rapport et dans ce rapport-là, nous avons mentionné ces éléments-là, notamment la question du code du numérique et aussi le retour du Bénin en termes de reconnaissance de la capacité individuelle aux citoyens ONG de saisir la cour africaine. Donc sur le code du numérique, nous avons mentionné ces dispositions-là, notamment les dispositions 750 et suivantes, surtout qui parlent des questions de harcèlement et tout. Parce que, en fait, c'est bon de vouloir encadrer tout ce qui se passe à travers le net, hein, je suis d'accord sur le principe. Mais après, on ne peut pas faire un encadrement en tournant dos au standard international. Il y a un standard international, le Bénin ayant pris des engagements au niveau international, il s'agit tout simplement de respecter ce que nous avons pris. Est-ce qu'il faut emprisonner les gens juste parce qu'ils ont harcelé, ils ont diffamé? La réponse pour ma part, c'est non. Et lorsque l'on revisite un peu les principes au niveau international, c'est que quand on prend par exemple les infractions de presse, on avait en 2012, le Bénin a reçu des recommandations à l'issue de l'examen périodique universel de 2012 qui visaient à dépénaliser les infractions de presse. Je m'explique. En français facile, tout ce qu'on demandait au Bénin, c'est de ne plus envoyer les journalistes en prison pour les questions d'injures, de diffamation, harcèlement, etc. Le Bénin l'a fait à travers l'adoption du Code de l'information et de la communication en 2015. Mais bizarrement, entre 2017 et 2018, nous avons adopté le Code du numérique qui, certes, sur ces questions-là, ne concerne pas directement les journalistes, concerne les citoyens de façon générale, mais revient à emprisonner les gens pour des questions de harcèlement, de diffamation, etc. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir respecter. Le plaidoyer est toujours en cours, hein, parce que même au dernier examen, le Bénin a toujours reçu les mêmes recommandations pour harmoniser sa législation. Donc, c'est pas nouveau. Vous voyez, ça, ce sont les contributions des organisations de la société civile. C'est pas nouveau. Le Bénin, on verra si ce sera fait ou pas. Maintenant, est-ce qu'on peut harceler un chef de l'État, une personnalité publique? Bon, dans le cas de beaucoup de pays, c'est possible. C'est dans les législations un peu partout, dans les pays. Mais on estime dans l'analyse qu'il s'agit des dispositions valises. Ce sont des dispositions en réalité coloniales qui permettent de dire oui, le chef c'est un roi, bon vous voyez, trop puissant, il ne mérite pas d'être critiqué, d'être si ou non. Nous pensons que en fonction de la mission qui est la vôtre dans la société, vous devez pouvoir vous apprêter à certaines choses. Si c'est juste les questions de diffamation. À part le code du numérique, alors quelles sont les réformes éventuelles sur lesquelles tu voudrais conseiller Nous puissions revoir la législation sur le droit du travail. Il est important parce que après plus de 5 ans, 2017-2018 aussi, pour la loi sur l'embauche, après autant d'années, il faut faire le point en termes d'impact social et tout, et que nous puissions vraiment harmoniser pour que nous puissions garantir une sécurité juridique aux travailleurs. C'est très important ça. Je pense que c'est un élément aussi fondamental qu'on pourrait conseiller à ceux qui nous gouvernent. Et après aussi, je pense qu'il faut peut-être revoir le mécanisme de prise en charge pour certaines maladies. Donc il y a des maladies dont le traitement dépasse la capacité des citoyens individuellement pris. Donc je pense qu'on peut avoir une loi protectrice sur ces éléments-là également. Après ça a continué l'extension de nos juridictions. La criette, tu gardes la criette ou bien tu supprimes la criette?
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où la criette a tellement fait tout son temps. Et la criette, pour moi, n'est pas une juridiction à faire disparaître. Mais la criette est une juridiction à mettre en conformité avec les exigences de la procédure pénale ou des droits fondamentaux au procès. C'est tout. Parce que la criette a fait des années, qu'il vous souvienne, je pense que c'est en 2018, 2019, oui. 2019, 2018, nous avons créé la criette avec une loi en modifiant la loi sur l'organisation judiciaire. Donc aujourd'hui, la criette a fait son temps. La criette en réalité, vous savez, tous ceux qui ont la chance de faire les cabinets d'avocats et d'aller suivre des... Bon, même ceux qui n'ont pas fait les cabinets d'avocats, ceux qui vont suivre les procès au niveau de la criette, vous allez constater que la criette a une utilité. Et ça, je vous le dis parce que, voilà, c'est quelque chose que l'on a pratiqué. Donc la criette a une utilité. La criette, en réalité, sa difficulté ou le côté où nous voyons que la criette est mauvaise, c'est qu'il s'agit des dossiers qui touchent les acteurs politiques. Vous voyez un peu, et la criette s'apparente comme un instrument politique de répression des voix dissidentes quand nous sommes sur le terrain politique. Mais lorsque vous sortez de là, chers amis, et ça, je vais peut-être vous inviter, je ne fais pas la promotion de la criette, mais à aller suivre les audiences à la criette. Lorsque vous allez suivre les audiences à la criette, vous vous rendez compte de l'utilité de la criette et vous vous rendez compte du niveau de problème ou de réalité bizarre que nous avons dans notre pays. Vous voyez un peu, donc il y a tellement de dossiers compliqués, il y a des dossiers complexes, il y a des dossiers inimaginables. Mais c'est au niveau des dossiers politiques que vraiment il y a problème. Mais lorsque les dossiers n'ont pas trait aux acteurs politiques et autres, vous allez vous rendre compte que franchement la criette a une utilité et la criette mérite d'exister. Mais nous devons travailler à ce que la criette soit une juridiction véritablement indépendante. Je pense que la question elle est là. Véritablement indépendante. Une petite parenthèse, Landry. En matière criminelle, la composition du présidium au niveau de la criette, cette question est revenue lorsque nous avons connu le procès d'Olivier Bokor, où on nous disait que normalement la loi a prévu qu'il y ait un juge et puis 4 assesseurs pour pouvoir connaître de ce dossier. Pourtant, la criette a toujours fonctionné avec 3 magistrats. Alors, tu penses quoi de cela? Est-ce que ça doit continuer ou on doit revoir cette partie aussi? Ah, ça, moi, c'est bon, c'est un débat, j'ai suivi, je ne sais pas ce que je dois penser de cela, je ne sais véritablement pas quoi penser de cela, mais déjà pour moi, je vais encore parler avec un élément. Landry, qu'est-ce qui te fait peur? C'est ça. Tu as peur des magistrats de la criette Je vais parler avec un élément. J'ai peur de quoi? C'est pour cela que je vais parler avec un élément. Je vais parler avec un élément. Dans le procès Olivier Bokor, mais nous avons saisi la Cour conventionnelle. C'est pour cela que je vais parler avec un élément. Ça dit, quand vous abordez le sujet, je vous ai dit que je suis fatigué de parler, je ne parle plus. Parce que je ne sais pas ce que nous n'avons pas encore fait dans ce pays. Je ne sais pas. Dans le procès Olivier Bokor et Oswald Omeki, il faut le dire, Oswald Omeki c'est un ami. Vous voyez? Voilà, le ministre Oswald Omeki c'est un ami. Donc, dans le procès, OB, tout ça là, mais nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour constater, c'est-à-dire pour déclarer contraire à la Constitution la décision qui a été rendue sur le fait que les personnes condamnées n'ont pas pu bénéficier du service d'un avocat. Parce que bénéficier du service, c'est un droit fondamental. Vous voyez un peu? Et l'autre chose, nous avons dit à la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle a condamné le bâtonnier de l'ordre des avocats en disant que lorsque la criette a demandé de commettre, c'est-à-dire de mettre en commission d'office, de commettre d'office, de mettre d'office à la disposition des personnes condamnées, des avocats, le bâtonnier s'est opposé, arguant du fait que pour les frais de commission passés, l'État n'a pas encore payé. C'est-à-dire qu'on fait des commissions d'office, après l'État a une modique somme que l'État verse au barreau, en fait, vous voyez. Donc les gens estiment qu'il y a des arriérés.
vous nous devez, donc on ne peut plus mettre des avocats. Donc c'est ce que les gens avaient dit et n'ont pas commis. Mais la Cour constitutionnelle a estimé que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin a violé la Constitution, a violé le droit et d'accès à la justice, le droit d'avoir recours à un avocat, etc. Donc droit fondamental. Et nous avons saisi en retour la Cour constitutionnelle pour dire, pour avoir condamné le bâtonnier de l'ordre des avocats d'avoir violé la Constitution, pour n'avoir pas mis à la disposition des condamnés des avocats, tirer la conclusion juridique. La conclusion juridique, c'est que le procès qui a eu lieu sur la base d'une violation des droits fondamentaux des personnes condamnées doit être déclaré contraire à la Constitution. Vous voyez, c'était ça la logique. Mais la Cour constitutionnelle a dit qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. La décision existe, chers amis. Donc, dans l'affaire Olivier Bokor, tout ça là. Donc, voilà un peu. C'est pour vous dire que pour moi, je ne veux même pas parler de juge unique, juge et formation collégiale, formation unique ou à 3 ou à 4. Mais ça dit sur la base, déjà, les gens n'ont pas pu bénéficier de ça. La Cour constitutionnelle elle-même a reconnu que pour n'avoir pas mis des avocats à leur disposition, le bâtonnier a violé la Constitution. Mais il s'est fait que le procès a eu lieu. Mais tirer la conclusion juridique, c'est ce que nous avons demandé à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour a estimé qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Donc vous voyez, je n'avais pas prévu ça, c'est parce que tu as abordé ça que j'ai dit je vais encore convoquer un élément pour que tu vois que presque tout le temps, dans tous les dossiers, ça dit tout ce qui peut se passer, on est toujours là, en tant que simple citoyen, à faire ce que nous pouvons faire quand nous constatons que c'est une injustice. Si moi j'avais un cas, c'est dans l'histoire de M. Olivier Bokor que je serais en train d'aller défendre quelque chose. Mais non, mais il y a un principe, que les gens soient du pouvoir ou de l'opposition, il y a un principe, ça dit, les principes n'ont pas de couleur. C'est pas parce que je suis d'accord avec Biafrika, je suis d'accord avec Madame Georgia, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec M. Vidjenaï ou bien etc. ou bien M. Oba, que les principes vont changer. Les principes doivent être les mêmes pour tous. On doit bénéficier de ceci. Les gens n'ont pas bénéficié. Qu'il s'agisse d'un ancien partenaire du chef de l'État, qu'il s'agisse d'un ancien VP officieux, qu'il s'agisse de quelqu'un qui aurait donné des ordres pour malmener des gens, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un être humain dans une situation et les principes disent qu'il doit bénéficier de ceci. Les gens n'ont pas bénéficié. Tirez les conclusions. Donc, vous voyez un peu, donc c'est ce que nous avons fait dans l'affaire Olivier Bokor. Donc, pour moi, si on devait respecter, si la Cour constitutionnelle devait tirer sa conclusion, lorsque nous l'avons saisie, elle devait être en mesure de déclarer contraire à la Constitution la décision qui avait été rendue par la criette. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire. Pour finir rapidement par rapport à cette dystopie que tu faisais tout à l'heure, et toi, conseiller d'un chef d'État, allons-nous continuer avec le même code électoral et la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, tu maintiens ou bien tu demandes sa révision et qu'est-ce qu'il faut réviser? Le Sénat, qu'est-ce que tu en feras? Qu'est-ce que tu conseilleras? Qu'est-ce que tu conseillerais à un chef de l'État qui te prendrait comme conseiller? Oui, les conseils sont clairs. Le code électoral, il y a eu des éléments, tout n'est pas mauvais dans le code, mais il y a eu des dispositions que nous estimons chrysogènes. Donc, sur ces éléments-là, on a tellement évoqué. C'est sur cette base que nous avons cédé la Cour constitutionnelle en 2024 par rapport à ça. Et c'est sur cette base que nous sommes allés devant la Commission africaine des droits de l'homme. Donc, on a tellement parlé de ça. Donc, ce que nous reprochons au code électoral, c'est des choses à corriger. Donc, on fait une fiche pour qu'ils puissent voir et comprendre que c'est des choses à rectifier. On doit pouvoir les corriger pour avoir un code qui nous ressemble. En ce qui concerne comment on appelle le Sénat. Non, je l'ai dit déjà, pour moi, je ne vois pas l'utilité du Sénat. C'est quelque chose, c'est une exception béninoise. Hein. Ce qu'on a appelé Sénat là, techniquement, ce n'est pas un Sénat. Techniquement, ce n'est pas un Sénat. Nous sommes dans une situation hybride. C'est un mélange de gens. C'est-à-dire, c'est pas Sénat. Ça, je sais pas, on aurait pu l'appeler autrement. Ouais, est-ce une innovation? En tout cas, c'est une nouveauté béninoise, c'est une exception béninoise. C'est pas le Sénat, ça. C'est pas le Sénat. Parce que quand vous êtes en droit, il est important qu'on puisse entendre sur les concepts.
On ne peut pas galvauder les concepts. Appeler ça la Sénat, c'est pas possible. C'est pas Sénat, mais c'est autre chose. Et donc, moi, je vais conseiller au chef de l'État de revoir. Donc, on va encore réviser la Constitution pour essayer de sortir cette affaire de Sénat, pour essayer de revoir le mandat. On va ramener le mandat à ce qu'il était. C'est important, ramener le mandat à ce qu'il était et créer autre chose. C'est-à-dire, le Sénat, on va l'appeler autrement, mais ce sera composé des anciens présidents de la République et anciens présidents d'institutions. Simplement. Il n'y aura pas ce qu'on est en train de faire, on dit tel va. Avec les mêmes prérogatives? Non, pas avec les mêmes prérogatives. Les prérogatives, en fait, c'est ça. Ceux qui disent qu'il faut africaniser la démocratie, il faut tropicaliser les droits de l'homme, les gens ils ont de ces speeches-là qui ne servent à rien, mais qui balancent souvent. C'est là la tropicalisation de la démocratie. Donc, on va créer quelque chose qui sera comme une sorte de, c'est-à-dire comme un conseil de sages. Vous voyez un peu. Donc, on met les anciens présidents de la République et on met les anciens présidents d'institutions ensemble et ils sont là pour pouvoir donner des conseils aux gouvernants. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas ce que le Sénat aille s'immiscer dans les prérogatives de l'Assemblée nationale. Non, ça dit ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. Donc, on va pas faire ça. On va essayer juste de créer quelque chose dont les anciens présidents vont rester là parce que nous en avons besoin. Tous ceux qui ont eu la chance de gouverner ou de diriger ont des expériences que nous, on n'a pas. Et donc, nous, il faut que nous aussi, on ait la chance, la grâce de gouverner un jour pour avoir de ces expériences-là. Quelqu'un qui est membre d'un cabinet ministériel a des expériences que nous n'avons pas. Parce qu'il est au cœur de la chose, il voit et on aura besoin de ces expériences. À plus forte raison, ceux qui ont gouverné en premier rang dans notre pays. Donc, je pense que ces questions-là, ce sont des choses que nous allons essayer de revoir pour rééquilibrer les choses. C'est ce que moi, je pourrais conseiller. Mais aussi, n'oubliez pas, un conseiller conseille, hein, il ne décide pas, il conseille. Si celui que vous conseillez ne suit pas les conseils que vous donnez, le public va croire que le conseiller ne fait pas bien son travail. C'est aussi ça. Or, le conseiller conseille, vous n'imposez pas, même dans un cabinet d'avocat. Quand vous êtes juriste et même quand on finit, on le met, hein. On met la formule, on suggère, on recommande, on conseille. On ne donne pas, ça dit, on va dire oui, il faut faire ça. Non, vous faites une fiche, vous conseillez, c'est tout. Libre à l'intéressé de vous suivre ou de ne pas vous suivre. Donc voilà un peu des éléments que moi je pourrais conseiller. Mais je pense qu'il faut que nous puissions revoir la condition revenue et à ce que nous avons qui ne posait aucun problème. Toutes les révisions qui sont intervenues après, il y a des éléments qui sont des éléments à conserver, notamment la création de la Cour des comptes avec la révision de 2019, qui est un élément très important. Le fait d'ajouter, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Bon, l'expression de sa vie qui est entrée, on peut laisser aussi, c'est bien, ça renforce davantage les choses. À part ça, la promotion de la femme, pour moi, je pense qu'on peut essayer de faire une extension en allant aussi vers les postes de décision, les postes décisionnels, hein, donc les postes nominatifs en fait. Parce qu'il est facile de mettre dans la commission que d'office, il y a 24 sièges, mais que lorsque l'on veut former son gouvernement, on se retrouve à 5 femmes dedans et tout. Il faut aussi donner l'exemple dès la base que nous pouvons peut-être désigner. Parce que c'est vrai hein, qu'il y a des femmes qui, franchement, méritent encore assez de formation, mais je vous assure que le Bénin regorge assez de femmes pointues, techniquement assises et qui peuvent faire le job, qui peuvent occuper des postes de responsabilité au haut niveau. Donc je pense qu'on peut faire la promotion à travers les postes nominatifs. Le reste qui doit se faire former, et ça je pense que c'est le gros lot, et ils peuvent continuer à se faire former, mais qu'on nous évite aussi certaines catégories de femmes comme on voit là, il y a eu, on a vu certaines députés femmes là, donc franchement je vous assure, nous avons encore du chemin. Certes, il faut avoir des femmes à l'Assemblée nationale, mais il faut travailler à avoir des femmes et hommes de qualité. Bon, après, l'Assemblée nationale, c'est pas seulement les femmes, mais ceux qui étaient là, c'est à l'image de ce qui se passe, quoi. Quand il n'y a plus de compétition, souffrez que des gens qui jouent au bas niveau du championnat puissent se retrouver du jour au lendemain là où ceux qui doivent être à la tête peuvent se retrouver. Regardez, nous sommes ici jusqu'à cette heure-là.
Donc, vous allez voir maintenant, quelqu'un l'a dit, est-ce qu'on peut être député? La réponse est non, parce que les gens sont interdits les candidatures indépendantes. Et voilà que nous sommes membres d'aucun parti politique. Pour être député, ils vont nous dire de venir adhérer à un parti politique. Quel parti politique que je vous en prie? Moël Bénin, et UPR, et BR, et LD, quoi encore? FCDE? C'est ça le véritable problème. C'est dans ça là, il faut aller s'inscrire pour dire qu'on veut faire politique au Bénin. Dans ça là, ce que j'ai cité là. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà un peu les difficultés que nous avons. Alors qu'en temps, bon, c'était possible aussi, avant le coup de 2013 surtout, d'avoir des candidatures indépendantes. Et donc, on l'a vu même en Côte d'Ivoire avec le jeune Jean-François Kouassi qui s'est fait, bon, voilà, tout dernièrement là. Donc, qui s'est fait récemment arrêter. Ah ouais, malheureusement, tout dernièrement là. Donc, je pense que c'est des choses, on pouvait laisser aussi cette opportunité à la jeunesse béninoise, mais bon, l'idée c'est la réforme du système partisan, c'est que tout le monde devienne partisan, politique partisan surtout. Il faut adhérer à un parti politique, etc. Et donc, il faut choisir dans tout le lot là, quoi. Donc, je pense que, en tout cas, tout n'est pas mauvais. Pour moi, hein, tout n'est pas mauvais dans le pays. Absolument, tout n'est pas mauvais dans le pays. Mais il se fait que quand on met ça dans la balance, ce qui est mauvais, même si c'est 1, c'est 2, le 1 là, le poids de un seul dépasse le poids de beaucoup de choses et en bien, vous voyez un peu. Donc c'est pour cela qu'il faut essayer de revoir ça. Et il faudrait que les gens soient davantage aussi attachés au respect de la démocratie et de l'état de droit. C'est la seule garantie que nous avons. C'est la seule garantie que nous avons. Merci beaucoup, Landry. Avant d'avoir ton mot de fin, je vais demander si on ne sait jamais, hein, nous sommes vers la fin de ce live. Est-ce que sur le panel, il y a des questions directes pour Landry? S'il n'y a pas de questions, c'est juste des interventions, vous allez garder ça pour votre temps de parole parce que je vais faire le tour. Et donc, s'il n'y a pas de questions directes, on va laisser Landry et donner son mot de fin, et chacun aussi, après Landry, chacun passera pour son mot de fin, 5 minutes chacun, et on va clore ce live. Alors, Landry, sur le panel, est-ce qu'il y a des questions directes pour Landry? Apparemment, non. Bon, alors. J'ai une petite question pour monsieur Landry. Enfin, je crois que c'est Landry parce que moi, je vois Angelo. Du coup, monsieur Angelo, alors, votre lutte, c'est quoi le but? C'est quoi le but final? Qu'est-ce que vous visez? Merci. Qu'est-ce que nous visons? Je pense que la question, on pourrait poser la question à tout le monde ici sur, voilà, tous qui sont connectés, hein, qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous visons? Nous ne visons rien d'autre qu'un état de droit démocratique. Je voudrais vous rappeler que moi, je suis juriste, je suis spécialiste des droits humains et des questions démocratiques. Et donc, c'est ma formation de base, c'est ma spécialité. Donc, voilà. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ma lutte à moi, c'est que je suis, c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai fait, c'est tout. C'est tout. C'est comme si on demandait à un mécanicien qui défend les questions de la mécanique. Donc, c'est son travail, c'est son boulot, ça s'arrête là. Donc, c'est tout. Et moi, c'est mon rôle. Ce que l'on vit, c'est très simple. C'est que nous puissions avoir un pays véritablement démocratique où les droits humains sont respectés. C'est tout. Donc, vous allez voir que je n'opine pas sur d'autres préoccupations qui n'entrent pas dans le champ des questions d'état de droit, de démocratie et de droits humains. Donc, c'est la trilogie, ça. Donc, dès lors que ce n'est pas dans ce champ-là, ben, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on puisse véritablement respecter voilà, l'état de droit, la démocratie. Donc, c'est une façon de mettre sa formation au service de son état et tout. Donc, voilà ce que nous visons. Bon, pas autre chose. Pas autre chose, nous ne faisons pas autre chose parce que, je l'ai dit, nous n'avons pas, comment on va dire, si c'était un autre objectif, je pense que c'est au premier mandat du président Patrice Talon que cela aurait été atteint. C'est au premier mandat, ça c'est pas, on aurait fini. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je dis le ministre Oscar Domeki, c'est un ami. Malheureusement, il est dans une situation compliquée depuis quelques temps, sinon, je vous aurais dit. Je vais vous raconter tel qu'on s'est connu. Je pense que j'avais fait une réflexion là. Et il m'a écrit une nuit là, autour d'une heure. Et il me disait, bon, que voilà, le soir de la compte, bon, je lui ai réitéré ce que je disais, que je pense en termes d'analyse en fait.
Il me dit, ah bon, non, qu'il m'attend au ministère de passer à son cabinet. Je dis, d'accord, monsieur le ministre, je passerai. Quand même, il sait que je ne passerai pas. Le lendemain, il m'est revenu autour de ce que vous dites, c'est des éléments qui existent, dont j'ai gardé même les captures. Il m'est revenu autour de 13h25. Je dis, monsieur le ministre, je passerai. Bon, voilà, il a toujours été au pouvoir, il a toujours été là, ils sont allés, ils ont fini le mandat, ils ont été réélus, ben voilà, on échange, mais j'ai jamais été dans son cabinet, vous voyez, ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous le dis, tout comme, bon, j'échange avec d'autres ministres aussi, toutes des questions techniques et tout, mais à aucun moment, je n'ai, en tout cas jusqu'à l'heure, je vous parle. Pourquoi ne pas répondre à l'appel d'un ministre? C'est de l'ego ou bien quoi, Landry? Non. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas de l'ego. Je pouvais répondre, ça. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un sur ça. Comme je le dis, je pouvais répondre. Ouais. Si, ça dit, je réponds un peu à la question de Madame Georgia, en fait, que si l'objectif était un positionnement, ça dit, ça aurait été vite fait, quoi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si c'était ça, si l'objectif était un positionnement. Beaucoup de gens s'attendent même qu'ils puissent recevoir ne serait-ce qu'un message d'un DG de société d'État ou peut-être d'un conseiller technique d'un ministre ou bien je ne sais qui. Donc quand tu as la grâce d'échanger avec le ministre directement, alors qu'on sait que le ministre soit nommé qui, c'est celui-là qui a pu se nommer les jeunes, on le sait. Donc vous voyez, c'est plus facile. Donc ça aurait pu être ça. Mais puisque l'objectif pour moi n'est pas une nomination, mais plutôt un élément essentiel, je dis, pour mon éducation, ce serait pas bien que j'aille vers lui parce que il y a des propositions et tout, donc ça peut être un peu compliqué pour toi de refuser, mais je peux refuser sans venir, quoi. Mais sans refuser, mais en étant élégant, en étant poli, tu déduis juste simplement que, voilà, celui que tu as en face n'est pas prêt à accepter la proposition, c'est tout. Donc ça, c'est l'élément. J'aurais pu accepter, mais j'estime que, à l'époque, je n'étais pas prêt à accepter. Et ce n'est pas la seule proposition. Vous savez, ce n'est pas la seule proposition. Moi, je suis là, je ne trahis aucun secret si je vous dis que j'ai eu à proposer d'autres personnes à ma place. Et ça, je le fais. Quand des propositions viennent, quand moi je refuse, je propose d'autres amis. Donc, je propose d'autres amis qui sont en poste. Je propose d'autres amis. Mais pourquoi refuser de servir sa nation? Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Non, ce n'est pas que je refuse. Ce n'est pas un refus. Ce n'est pas un refus. J'estime que je ne suis pas encore prêt, c'est tout. C'est pas que je refuse, je n'ai pas refusé de servir la République, je ne refuse pas. Mais j'estime que je ne suis pas encore prêt et qu'au regard de ce que moi je dénonce, ce serait un peu compliqué d'être dans ça là et être en train d'observer. De participer à ce. Voilà, c'est tout. Parce que, imaginez, je ne peux pas être là. Je vous ai dit, moi, je suis spécialiste des droits humains. C'est ça la nuance. J'ai été formé, ma spécialisation. Ce sont les droits humains et les questions démocratiques, c'est ça. Donc, je le vis en réalité. Voilà. Je ne parle pas d'autre chose à part ça. Je le vis au quotidien. Donc, c'est justement pour cela qu'en étant à la société civile et qu'avec notre organisation, nous participons à l'évaluation de la santé des droits humains au Bénin chaque fois que les mécanismes onusiens les lancent. Notre dernière contribution, à part que nous avons été en septembre à Genève devant le comité sur la situation des personnes déplacées, mais notre dernière contribution date du 19 décembre, où nous avons fait une contribution devant le comité des droits de l'homme sur l'interprétation de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le droit d'association. Donc moi, c'est mon quotidien, c'est mon travail, c'est ma spécialisation, voilà, je ne vis que de cela. Et puis, donc, mon rêve, c'est que nous puissions avoir un État où les droits humains sont vraiment intégrés, respectés et tout. Donc, c'est ça. Mais si c'est pour les pauses, je vous assure, j'ai pas besoin de faire du bruit, j'ai même pas besoin de parler. Et ça, c'est pas. Et au Bénin, il suffit seulement d'être un peu pointu pendant 1, 2, 3 mois. Et puis, bon voilà, tout le temps, les propositions fusent. Vous savez, les gens n'ont pas intérêt que vous soyez là tout le temps à aller contre, surtout avec des éléments probants, quoi. Donc, c'est plus facile, vous voyez un peu. Donc, mais pour le moment, je continue de ne pas accepter. Voilà, je vous l'ai dit, le président Vlavonou, c'est mon père, c'est mon aîné, c'est bon. On se connaît tous dans la République parce que nous sommes tous les enfants du pays, donc voilà. Donc c'est pas un problème si c'est en termes de positionnement, que ce soit du côté de l'opposition, de la majorité présidentielle. Je pense avoir des entrées.
Merci. beaucoup. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y rapidement, Kaza. Oui.